On va faire des travaux de groupe. Et puis, on aura donc l'occasion de partager les résultats de ces travaux de groupe. Sanjay, can you please mute everybody? Comme vous l'avez vu, la session est enregistrée. Hein. Une fois de plus, à chaque fois, on enregistre ces sessions. Ça nous permet, pour les personnes qui n'ont pas pu y participer, de partager le lien. Et donc, vous avez un accès continu à ces sessions. Pierre, est-ce que tu veux est-ce que tu veux prendre l'introduction ou... Si tu veux. Comme tu veux. Vas-y, je te suis. OK. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui se passe cette semaine sur la Hive et sur les cours? Donc, cette semaine, il y a deux modules qui sont abordés. Il y a le module 1 qui est l'introduction au système de santé publique et le module 2 qui est l'introduction à la chaîne d'approvisionnement en santé publique. Donc, dans chaque module, il y a des discussions particulières, des points d'échange. Le premier point, c'est comment on contribue au système de santé. Et là, chacun peut donner sa perception de sa contribution personnelle, voire de différentes contributions de différents acteurs au système de santé. Et l'autre discussion, c'est sommes-nous dans le même bateau? C'est une manière de partager la conception des différents contextes. C'est une manière de savoir si ce qui se passe au Bénin, par exemple, est la même chose que ce qui se passe en République démocratique du Congo ou dans d'autres contextes. Et puis, sur le module 2, la discussion qui est en cours en ce moment sur la Hive, c'est quelles sont les complexités que vous trouvez dans la chaîne d'approvisionnement de la santé dans votre région ou dans votre pays. Voilà, donc identifier les complexités et les problèmes. Et de même manière, toujours, dans chaque module, il y a toujours cette question sur sommes-nous dans le même bateau, qui sont une opportunité de partager les contextes et les expériences spécifiques que vous pouvez avoir eues dans votre pays ou dans d'autres pays. Il y a des études de cas qui sont aussi disponibles, que vous pouvez télécharger et lire et étudier. Il y a une première étude de cas sur la chaîne d'approvisionnement de la santé en Tanzanie et une autre étude de cas sur la possibilité d'intégrer le modèle SCORE dans votre chaîne d'approvisionnement. Et puis, il y a un devoir hebdomadaire. Celui-là, on y attache beaucoup d'importance, qui est le devoir hebdomadaire sur les acteurs, les flux de produits, d'argent et d'informations et les fonctions essentielles. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Le cours qu'on va aborder aujourd'hui va parler de ces dimensions-là et va pouvoir vous aider à compléter et à finaliser le devoir hebdomadaire. Gilles, si je peux me permettre, je souhaiterais que tous les participants comprennent que dans le forum, s'il y a quelqu'un qui parle d'un pays et que il faut lire ça, parce que ça va vous apprendre ce qui se passe dans les autres pays, vous permettre de comparer votre propre situation par rapport à leur situation, mais aussi si c'est votre pays que quelqu'un dit quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il faut réagir vis-à-vis de ça pour apprendre ensemble. C'est très important. Le forum, ce n'est pas une activité chacun dans son coin. Le forum, la définition d'un forum, c'est d'être tous ensemble, de réagir et de lire, même si ça prend du temps. Ça fait partie de l'apprentissage et de la pollinisation. À toi, Gilles. Merci Pierre. Donc, il y a le profil de compétences. Pour le moment, il y a 30 sur les 49 participants qui l'ont complété. C'est vraiment important de le faire le plus rapidement possible. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, on vous engage vraiment à le faire. C'est important que vous le fassiez au début et à la fin du cours. Si vous voulez le refaire entre les deux, c'est possible, mais surtout, c'est important d'avoir une première évaluation avant et une deuxième évaluation après, qui vous permettent comme ça d'avoir vraiment une idée. En tous les cas, ça vous aide à poser des mots, ça vous aide à verbaliser, à conscientiser votre progression. Donc, c'est quelque chose c'est un exercice qui est important.
Hein, voilà, il faut pas le sous-estimer parce que c'est une auto-évaluation plutôt qu'une évaluation externe. Elle a une réelle valeur. Donc, quelques-unes des contributions au système de santé qu'on a pu lire aujourd'hui, enfin, ou cette semaine sur la Hive. Voilà, donc de Dr Aboubacar Diallo, qui est délégué médical et qui assure le transfert des informations scientifiques claires et limpides aux médecins censés recevoir cette information afin de prescrire le médicament qu'il faut aux patients quand il le faut, dans l'intérêt de traiter la maladie sans un gaspillage. Donc, en effet, une information scientifique claire et précise. Donc ça aussi, ce transfert d'informations, c'est une contribution au système de santé. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et il faut noter que oui. c'est probablement docteur Diallo, si vous êtes parmi nous. Et si ce n'est pas le cas, expliquez-nous. Je comprends que vous travaillez pour les compagnies pharmaceutiques ou pour les distributeurs, grossistes distributeurs. Vous n'êtes pas dans le secteur public. Alors, ça peut être une contribution externe ou interne, je ne sais pas. Est-ce que docteur Diallo, vous êtes parmi nous? Oui, docteur Diallo, vous êtes là. On vous donne sa parole, s'il vous plaît. Docteur Diallo, nous vous écoutons, mais le micro ne semble pas fonctionner. Docteur Diallo, on a vu, là, il y a eu un petit changement. On vous entend très faiblement. Il faut augmenter le volume. Oui. Pendant que vous branchez le câble, Monsieur Diallo, je continue. Merci. On va revenir vers vous, Dr Diallo. Monsieur Armel Touizerimana, donc je suis au niveau opérationnel. Je travaille comme médecin clinicien et dans l'administration. Si le patient n'arrive pas à s'approvisionner en médicaments prescrits suite au retard de décaissement de fonds, c'est là où je trouve le rôle majeur de la chaîne d'approvisionnement pour contribuer au bien-être de la population. Voilà. Donc, merci. Le module est très intéressant pour moi dans l'amélioration de mes connaissances de circuits de médicaments, du fabricant jusqu'au patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Docteur Diallo. Docteur Diallo, on vous écoute. Oui, bonjour, vous allez bien? Bonjour, on vous entend très bien, merci. Dieu merci. Voilà, moi c'est Dr Diallo Bokar, comme c'est précis. Je suis délégué médical. Exactement, je travaille avec les firmes privées parce que je suis dans un pays où il n'y a aucune industrie pharmaceutique étatique. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule industrie pharmaceutique qui est une industrie qui a été mise en place depuis le temps colonial. Donc, comprenez par là que ce ne sont que des génériques qui sont d'ailleurs aussi… Vous êtes en Guinée? Vous êtes en Guinée? Oui, je suis en Guinée, exactement. C'est ça. Voilà, ce qui fait que même les produits génériques qui sont fabriqués ici sont vraiment mal vus par la population. Bon, ce qui donne d'ailleurs la force aux industries privées d'Europe, d'Amérique, d'Asie, surtout de l'Inde, beaucoup, qui leur donne beaucoup de force ici. Voilà, je représente un laboratoire indien dont je fais la promotion des produits pharmaceutiques actuellement. Et je reçois aussi beaucoup de retours des prescripteurs de mes molécules, d'ailleurs qui me poussent à dire que vraiment j'apporte un peu une petite touche au système d'approvisionnement. Parce que je prends l'exemple sur une molécule que j'ai. Nous ne sommes pas sur une plateforme où je suis tenu obligé, je pense, de dire le nom de ma molécule, mais quand même, c'est juste une combinaison voilà, qui est utilisée contre la douleur et qui est très efficace. Avant que je ne commence à faire la promotion de ce produit, les médecins, généralement, ils utilisaient des combinaisons à base de codéine ou de tramadol. Sachant qu'il y avait une combinaison simple et où il ne faut même pas toucher les opioïdes ou des médicaments de la liste 2. Voilà, et depuis, j'ai commencé à travailler avec ces prescripteurs sur ces molécules. Ils me donnent un véritable retour et voilà, me disant que vraiment, si on savait cela, dès le début, on n'allait pas penser à toucher aux opioïdes ou aux dérivés de la morphine. Voilà, donc c'est à partir de là, j'ai essayé de tirer cette leçon que réellement, je suis là. Non seulement je fais la délégation, le marketing médical, mais aussi j'apporte une
touche importante dans vraiment le système de santé. Voilà ce qui me pousse d'ailleurs à écrire que je transmets des informations scientifiques claires et limpides pour les prescripteurs afin qu'ils puissent prendre une décision au moment où il faut prendre la décision, et voilà pour bien sûr l'intérêt thérapeutique de la pathologie en question. Merci. Merci beaucoup, Dr Diallo. Merci. Voilà. Merci pour ces précisions et merci pour nous présenter un bon exemple de partenariat, enfin de collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Rapidement, Mme Kumba Madeleine Sow, donc vous, votre contribution, vous contribuez au système de santé en rendant les produits de santé disponibles à tous les niveaux par le biais de l'État ou de partenaires. Et Madame Mariama Bangoura, vous reconnaissez désormais comme faisant partie intégrante du système de santé. Vous êtes pharmacienne et donc au carrefour pour la meilleure santé pour la population. Et vous pourrez contribuer à ce système en assurant une certaine vigilance vis-à-vis des produits de santé que je dispense. Donc merci en effet pour ces commentaires. S'il y a des commentaires aussi sur ces commentaires, n'hésitez pas. On peut les prendre, vous levez la main et puis on sera heureux de vous donner la parole, que vous soyez une des personnes qui ait posté ces commentaires. Continuez à poster des commentaires comme ça sur la Hive. Ça nous permet vraiment de voir les différentes perspectives dans lesquelles vous êtes pour vous engager dans ce cours. Rapidement, aujourd'hui, l'objectif du cours, c'est comprendre comment la chaîne d'approvisionnement de la santé publique fonctionne au niveau national. Et donc, pareil, comme toujours, on présente des concepts, on échange, on parle, on prend les questions. Et puis, il va y avoir des sessions de groupe. On va se séparer en deux groupes séparés sur Zoom et on va faire un petit exercice pour identifier les différentes parties prenantes, les différents acteurs, la collaboration au sein de la supply chain. Quelques règles pour parler. Voilà, levez la main, vous le savez. Et vous pouvez aussi vous poser vos questions dans le chat, la boîte de discussion. Sans plus attendre, on va avancer sur cet aspect des systèmes de santé, centralisation, décentralisation. Quand on essaye d'organiser et de voir comment un système de santé fonctionne, en gros, il y a deux grands paramètres qu'on va essayer de comprendre au niveau national, mais ça peut être aussi, on peut voir ça aussi à d'autres niveaux, c'est le niveau de centralisation ou le niveau de décentralisation de ce système. Donc, il y a toute une graduation entre un système qui serait 100% centralisé et un système qui serait 100% décentralisé. Et ce niveau, cette graduation entre la centralisation totale et la décentralisation totale, c'est un bon paramètre pour commencer à comprendre comment le système de santé, et notamment le système de supply chain, de chaîne d'approvisionnement de la santé, comment ce système est organisé. Donc, quand vous allez arriver, que vous allez regarder un système de santé, que ce soit le vôtre ou que ce soit celui d'un pays voisin ou d'une autre organisation, et ça peut même fonctionner au niveau d'organismes privés ou d'organismes étatiques, une des premières questions que vous pouvez vous poser pour comprendre comment va fonctionner ce système d'approvisionnement, cette chaîne d'approvisionnement, c'est son niveau de centralisation. Si c'est complètement centralisé, comme vous le voyez sur le slide, l'autorité centrale prend toutes les décisions à un seul niveau central. C'est-à-dire, en général, c'est dans la capitale du pays, par exemple, toutes les décisions vont être prises au niveau de la capitale. Dans un système de santé décentralisé, les décisions sont déléguées à un niveau, on va utiliser le mot inférieur, ce n'est pas toujours le cas, mais à un niveau plus local en tous les cas. Les décisions vont être déléguées à un niveau localisé. Donc, une région, une province, un district, une commune, en général, sous la direction du gouvernement central. Voilà. Donc, il peut y avoir en effet différents niveaux, différents degrés de décentralisation. Donc, dans le système de santé, ça inclut aussi bien évidemment la chaîne d'approvisionnement. Donc, par exemple, on va voir
que dans un système qui est plus centralisé, d'accord, les politiques de santé, la budgétisation, l'approvisionnement, l'entreposage, la distribution, tous ces éléments-là, la quantification, tous ces éléments-là vont se faire au niveau du gouvernement central, au niveau du ministère de la Santé, de la centrale d'achat régionale. Et puis ensuite, ça va aller de manière décroissante aux hôpitaux et aux établissements de santé et au niveau de la région, de la province et du pays. Dans un système plus décentralisé, il va y avoir une collaboration plus forte. Et en effet, le gouvernement central va peut-être décider de certains éléments comme les grandes politiques de santé, peut-être comme des grands éléments, des grands paramètres de budgétisation, mais au niveau des entrepôts régionaux, au niveau des entrepôts provinciaux, les dépôts de district, ou au niveau des hôpitaux et des établissements de santé, il va y avoir aussi un rôle de politique de santé, un rôle de budgétisation, un rôle d'approvisionnement, un rôle d'entreposage et de distribution. Donc voilà, souvent il y a des organisations mixtes où il y a un rôle qui est donné à la décentralisation, un rôle qui est donné au niveau centralisé, mais vraiment pour savoir où vous vous placez en termes de curseur entre le plus centralisé et le plus décentralisé, il faut que vous regardiez dans quel état de responsabilité et d'opérationnalité les responsabilités, où est-ce que les responsabilités sont allouées? Elles sont allouées au niveau central ou au niveau décentralisé? Gilles, est-ce qu'on peut illustrer un peu? On a le temps d'illustrer un peu? Pierre, en début de cours, on a toujours le temps. Mais vas-y. Ok. Est-ce qu'on peut revenir au slide précédent? Voilà. Pour illustrer, parce que vous êtes tous de beaucoup de pays qu'on a visités, dans lesquels Gilles et moi avons travaillé, même Sanjay. On peut imaginer par exemple Madagascar, où la centrale d'achat a des entrepôts centraux, bien entendu, régionaux et de districts. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine centralisation de l'autorité. Vous avez la RDC dans laquelle vous avez la FEDECAM, qui est une fédération de CDR, de centres de distribution régionale, et les CDR sont en fait indépendants. Il y a deux CDR qui sont super CDR et qui font des achats, on les appelle les BECAF, sous cette fédération qui est assez souple en fait. Et vous avez les CDR qui sont quasiment autonomes parce que gérés par différents conseils d'administration. Et ensuite, ça va aux formations sanitaires. Vous pouvez avoir le Bénin, dans lequel on a discuté avec 2-3 personnes du Bénin. Vous avez la CAMEG, qui a la CAME qui est centrale et régionale, 3 régionales, 3 entrepôts régionaux. Et ensuite, vous avez les districts. Les districts ont une certaine autonomie. Ils n'ont pas d'autonomie d'achat, même s'ils ont un petit budget. Pierre? Calmement. Je pourrais… Oui. Excuse-moi, on t'avait perdu un instant, mais vas-y, on t'a retrouvé. Continue. Et on peut imaginer le Vietnam ou la Birmanie dans lequel j'ai travaillé, dans lequel vous avez au niveau régional des entrepôts qui sont indépendants, vous avez des budgets qui sont indépendants, avec des avantages et des inconvénients. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une certaine… c'est différent selon tous les historiques des différents pays. Une culture d'un pouvoir central fort ou un historique où il y a eu d'évolution, comme on appelle, au Kenya aussi. Vous voyez, il y a des grandes différences. Souvent, les politiques et les directives sont centrales, même si on intègre tous les acteurs dans l'élaboration de ces directives. Voilà, à toi, Gilles. Merci beaucoup, Pierre, pour cet exemple. En effet, ça parle toujours mieux avec des exemples. On va vous poser une question par sondage, là, justement. Peut-être qu'on peut lancer le sondage.
Et on va vous demander de répondre selon le système dans lequel vous êtes. Est-ce que vous pensez que votre système est plutôt centralisé, décentralisé ou que c'est un système mixte? Pendant qu'on parle de ça, peut-être que quelqu'un veut prendre la parole pour parler de son propre système. Sinon, on va avancer vers les paramètres qui permettent de comprendre le rôle des différents acteurs d'abord et ensuite les influences. Ah, il y a une main qui a été levée. Oui, Aboubacar, Monsieur Diallo, on vous écoute. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je reviens encore pour parler du système de santé de mon pays qui est la Guinée. À ma petite connaissance de la chaîne d'approvisionnement de mon pays, je pense bien que notre système il est décentralisé parce que j'entends souvent dire par là qu'il y a des dépôts régionaux, il y a des dépôts préfectoraux, malgré qu'il n'y a qu'une seule, disons, société grossiste-repartiteur étatique, qui est la pharmacie centrale de Guinée. Bon, PCG, la PCG. La PCG, exactement. Maintenant, cette PCG a des coins, a des représentants régionaux. Il y a, par exemple, moi, je suis de Dinguiraï, donc ma préfecture est une préfecture qui dépend de la région administrative de Farana. Donc, à Farana, il y a déjà un dépôt régional qui est là et qui sert toutes les préfectures de Farana. Et dans les préfectures aussi, il y a des dépôts préfectoraux qui sont là, qui vont servir les sous-préfectures et les districts. Voilà, en se basant à cela, je dirais que moi, dans mon pays qui est la Guinée, le système de santé est un système décentralisé. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Monsieur Boyo, vous aviez levé la main, on vous écoute. Mal, Monsieur Boyo, c'est très mauvaise. Ok, je suis en République démocratique du Congo. Merci. Ici, chez nous, le système, il est décentralisé. C'est-à-dire, nous avons le niveau central qui est directement lié au ministère de la Santé publique. C'est là que se prennent les grandes décisions. Après, chaque province a son ministre provincial. Chaque province a sa propre centrale de distribution régionale. Tout comme, si je peux me permettre, notre ordre de pharmaciens, il y a l'ordre national, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et ensuite, dans chaque province, il y a des conseils provinciaux des ordres des pharmaciens. C'est de la même façon que le système de santé est aussi organisé. Donc, il y a un niveau central, il y a un niveau intermédiaire qui constitue les différents niveaux provinciaux. Et puis, il y a les niveaux périphériques où il y a les zones de santé, les FOSA et consorts. Donc, nous sommes en RDC dans un système de santé qui est décentralisé. Mais moi, monsieur Faustin, pour moi, c'est plutôt mixte et ça dépend des fonctions. Pourquoi? Parce que l'achat, elle est faite par les FEDECAM, par les BCAF des FEDECAM, mais il y a une autonomie de gestion des CDR. Donc ça, on peut dire que l'achat, il est centralisé dans une certaine mesure parce que les formations sanitaires peuvent acheter en dehors du système d'approvisionnement national, le CNAME. Ensuite, en termes d'entreposage, l'entreposage, il est central, bien entendu, mais il est aussi régional. Et là, il y a une autonomie d'entreposage. Donc, moi, je pense que l'entreposage, il est décentralisé. Vous voyez, mais par contre, tout ce qui est politique, c'est-à-dire structurel, il est centralisé par le PNAM et par la direction de la pharmacie. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que suivant les fonctions, ça peut être centralisé ou ça peut être décentralisé. Il est assez rare que toutes les fonctions soient centralisées. Merci. À vous. Merci. On va prendre, alors c'est DAR, DSME, DSMIPF. Je ne saurais pas en dire plus. Oui, c'est M. Daré simplement.
Monsieur Gary, d'accord. De quel pays? Oui, du Togo. Monsieur Daré du Togo. Au fait, je voulais dire que notre système est un peu similaire à ce qui a été décrit, poser une question, mais à travers la réponse précédente, je crois que c'est exactement la situation chez nous au Togo où c'est vrai, par rapport aux fonctions, il y a certaines fonctions qui sont centralisées, mais d'autres qui sont vraiment décentralisées. Donc, je crois que j'ai trouvé réponse à ma question. Je vous remercie. Merci. Et avant de redonner la parole à Gilles, parce que j'interviens beaucoup et c'est lui le chef, je voulais dire que de voir les choses en segmentant l'achat, la gouvernance, l'entreposage et le transport-distribution, en segmentant ça et en disant est-ce que chacune de ces fonctions, elle est centralisée et décentralisée ou elle est mixte? Enfin, et la conclusion, c'est que c'est mix ou c'est pas mix, ça vous permet d'avoir une réflexion qui est subtile et permet de, si vous avez à faire une recommandation ou d'une amélioration, d'avoir une opinion circonstanciée et qui permet souvent de prendre des bonnes décisions. À toi, Gilles. Merci beaucoup. Oui, alors juste avant de reprendre, il y a encore 2 mains qui sont levées. On va les prendre. Hein, on va les prendre. Donc, alors, je sais qu'il y a une question sur le chat là qui était pour bien comprendre un système. Qu'est-ce que c'est qu'un système mixte? Bon, je voulais juste dire que la plupart des systèmes en fait sont mixtes. C'est rare qu'il y ait un système qui soit complètement centralisé ou complètement décentralisé. Ça peut arriver. Mais dès qu'il y a un équilibre, dès qu'il y a un peu un équilibre entre les différents niveaux de choix et de décision, il y a ce travail qui est en place. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, Monsieur Zangré, est-ce que vous pourriez couper le micro parce qu'en fait, on vous entend. En même temps, ça fait… Merci. Dans la réponse au sondage qui a été faite, là, on voit qu'en effet, il y a 35% qui sont centralisés, 35% décentralisés, c'est un bel équilibre, et 31% mixte. Donc, on voit qu'en effet, il y a un équilibre. Et encore une fois, c'est plus une question de graduation. C'est-à-dire que c'est jamais 100% centralisé parce qu'en effet, il y a un travail de collaboration qui est toujours nécessaire. On va prendre rapidement deux autres intervenants, s'il vous plaît, et après, on va passer à la suite. On va demander à M. Paciano Nsewanga Balo de prendre la parole et après, on parlera à Saifoulaye Ba. Après. Mais okay. D'abord, Allô. Balo. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, moi c'est Paciano Nsewanga. Je suis pharmacien en République démocratique du Congo. Je voulais juste revenir sur l'intervention de mon confrère Faustin, juste pour amener un peu d'éclaircissement là-dessus sur les systèmes d'approvisionnement en République démocratique du Congo. En fait, nous sommes un système mixte, comme l'a dit l'intervenant. Le système est mixte. Déjà, au départ, les CDR étaient faits pour être autonomes, mais parmi les CDR, il y en a 20 qui se sont associés pour créer les FEDECAM. Donc, en plus de ce 20, il y a quelques CDR qui restent autonomes et 20 CDR, ils sont centralisés à travers le FEDECAM. Donc, nous sommes dans un système d'approvisionnement. Enfin, ils sont coordonnés, docteur. Ils sont coordonnés, ils ne sont pas centralisés. Et la coordination, pour moi et mon expérience dans votre pays, c'est que la FEDECAM n'a aucun pouvoir de coercion sur une CDR qui fait quelque chose de différent. Effectivement. Donc, c'était juste pour revenir et dire que c'est un système qui est mixte. Ce n'est pas vraiment un système centralisé ou un système décentralisé, mais ça reste mixte. Voilà. OK. Merci beaucoup, monsieur Nsewanga. Merci beaucoup. Et en effet, souvent, c'est la mixité, comme dans beaucoup de cas, qui marche le mieux. On va prendre la parole de monsieur Saifoulaye Ba, s'il vous plaît. Et puis après, on va pouvoir passer. Monsieur Ba. Monsieur Ba, votre micro est… Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur Ba. Bon, je voudrais intervenir par rapport à cette question sur ce qu'a dit mon prédécesseur, le docteur Boubacar. Bon, je tiens à rappeler qu'en Guinée, le système, c'est un système d'approvisionnement mixte qui est là, puisque non seulement au niveau de la centrale, au niveau du ministère de la Santé, il y a la DNPM qui procède à la quantification
qui mettra ça à la disposition de la PCG, qui est la centrale d'achat du pays. Et la centrale d'achat, à son tour, il y a des dépôts régionaux qui sont là, qui procèdent à la distribution des hôpitaux régionaux, des hôpitaux préfectoraux, des centres de santé, voire même des postes de santé. Donc, et de l'autre côté aussi, lorsqu'il s'agit de fournir des rapports, puisque c'est à partir de ces rapports où le ministère procède à la quantification des produits au niveau national. Donc, c'est au niveau de ces hôpitaux et des centres de santé qui fournissent les rapports au niveau des DPS, c'est-à-dire les directions préfectorales de santé, et à leur tour aussi remontent les informations au niveau du ministère pour enfin procéder à la quantification. Et donc, dans ce sens, je vois que c'est un système mixte qui est chez nous. Donc, c'était ça que je voulais préciser sur l'antenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va avancer. Je vois qu'il y a des personnes qui essayent de se connecter, de commenter. Par exemple, monsieur Boris Sassou. On va avancer un peu et on vous donnera l'occasion peut-être après. Il y a encore des périodes de questions-réponses qui vont venir pour qu'on avance un peu et qu'on progresse un peu justement sur cette idée de décentralisation, centralisation, en apportant une nouvelle notion qui semble importante, qui est l'aspect de redevabilité et l'aspect de responsabilité. Parce que, en effet, juste avant de passer à ça, je veux quand même noter qu'il y a une remarque qui a été faite qui me semblait assez intéressante de la part de Madame Mariama Bangoura, qui nous dit dans le chat que en Guinée, l'achat est totalement centralisé et que l'entreposage est décentralisé. Et c'est vrai que la centralisation des achats est quelque chose qui est souvent total. Pour des histoires d'effets, pour des raisons d'effets de masse, de meilleures négociations, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de la qualité, de la sélection des fournisseurs. Donc, c'est vrai que les achats sont très souvent centralisés dans les systèmes. Attention, pas en Asie, hein, Gilles, pas en Asie. En Afrique, oui. D'accord, donc voilà, merci Pierre de temporiser un peu ce que je viens de dire. Voilà, donc il y a quand même encore des endroits où en effet, d'ailleurs pas partout en Afrique, mais ici il y a d'autres endroits en Afrique où il peut y avoir une décentralisation des achats. On va passer justement sur cet aspect qui est lié à ça un peu, c'est la redevabilité et la responsabilité. En gros, en termes de gouvernance, qui c'est qui est redevable sur certaines actions, sur certaines fonctions, et qui c'est qui est responsable dans la mise en place de ces fonctions. Parce que ça aussi, ça peut avoir un rôle assez important pour évaluer le niveau de centralisation ou de décentralisation. Et un système peut être très centralisé en termes de gouvernance et complètement décentralisé en termes de responsabilité opérationnelle. Donc, ces deux éléments-là aussi viennent apporter une dose un peu de subtilité dans l'analyse de centralisation, décentralisation, en se disant, est-ce que c'est très centralisé? Par exemple, le ministère de la Santé peut être, in fine, au bout du compte, l'organisme qui va être redevable de tout ce qui doit être mis en place. Et si jamais il y a un problème, c'est vers eux qu'on va se retourner pour trouver la solution ou pour demander des comptes. Mais en termes d'opération, ils peuvent avoir externalisé, ils peuvent avoir transféré une grosse partie de responsabilité de la gestion sur les acteurs locaux. Et donc, bien évidemment, en fonction du niveau de centralisation, en fonction du niveau de décentralisation, en fonction de qui est redevable en termes de gouvernance, et en fonction de qui est responsable en termes de gestion opérationnelle, ça va avoir un grand impact sur la manière dont vous allez structurer votre chaîne d'approvisionnement. Et donc là, on est vraiment dans une compréhension systémique de comment fonctionne la chaîne d'approvisionnement. Qui sont les acteurs? Quelles sont les opérations qu'on veut mettre en place? Et comment on va s'organiser pour mettre en place ces opérations? Donc là, on est à un niveau qu'on appellerait une vue d'ensemble, une projection sur comment fonctionne la chaîne d'approvisionnement. Et donc, si on regarde les questions qui vont structurer une chaîne d'approvisionnement, et que vous soyez dans une situation où vous cherchez à comprendre la chaîne d'approvisionnement au niveau national ou au niveau d'une organisation, que vous cherchiez à l'analyser, que vous cherchiez à faire des recommandations sur comment améliorer
ce système de santé, il faut regarder ces éléments-là, ces différents éléments-là qui vont influencer la structure. Donc évidemment, il y a la gouvernance, hein, comment le système de santé publique est gouverné, qui est redevable, quels sont les acteurs redevables. Ensuite, il y a la structure de ce système de santé. Est-ce qu'il est centralisé ou est-ce qu'il est décentralisé? Quel est le niveau de décentralisation? Ensuite, il y a le niveau de décentralisation sur la gouvernance, la redevabilité, et sur l'opération, sur la gestion, sur la responsabilité. Ensuite, il y a la structure juridique de la centrale d'achat, particulièrement, hein, ou l'équivalent de la centrale d'achat. Et aussi la structure générique des différents acteurs qui vont rentrer, que ce soit au niveau du ministère ou des autorités régionales. Quelle structure juridique va avoir la centrale d'achat? Est-ce que c'est une centrale d'achat qui dépend entièrement de l'État? Est-ce que c'est un partenariat public-privé? Comment ça fonctionne? Il y a les politiques gouvernementales en matière de gestion de ressources humaines, de gestion financière, les marchés publics, comment on passe les marchés publics. Tous ces éléments-là vont avoir une influence sur la structure et l'organisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, quand vous allez faire l'exercice sur la présentation de votre chaîne d'approvisionnement, tous ces acteurs-là, toutes ces questions-là sont des questions que vous allez devoir vous poser pour savoir comment je structure, comment je représente la chaîne d'approvisionnement de mon pays. L'écosystème des bailleurs de fonds. Un pays où il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui vont financer certaines parties de la chaîne d'approvisionnement, certaines parties du système de santé, voire l'ensemble du système de santé. Tous ces éléments-là vont avoir une influence sur comment s'organise le système de santé. Le développement du secteur commercial privé. Un pays où il y a beaucoup de pharmacies privées, par exemple, ne va pas fonctionner de la même manière qu'un système où il y a très peu de pharmacies privées. Je suis sûr que tout le monde peut en faire l'expérience dans des zones qui sont parfois, comme on dit, des déserts sanitaires où il y a très peu d'accès aux médecins, très peu d'accès aux pharmacies. On se rend bien compte que le système ne marche pas du tout de la même manière que dans un système où il y a un très fort développement du système commercial privé pour avoir accès aux médecins. Et puis finalement, et ça on y reviendra dans une autre session, la sous-traitance de certaines fonctions de l'approvisionnement. Quelles fonctions ont été externalisées, quelles fonctions ont été sous-traitées, ont été transférées à des partenaires externes. Ça aussi, bien évidemment, ça a une très très grande influence sur les différents éléments de la chaîne d'approvisionnement et comment elle se structure. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, s'il y a une ou deux questions brûlantes, on peut les prendre. Je préférerais qu'on puisse essayer de passer le plus rapidement possible à la suite que Pierre va nous présenter, parce que ça fait bien le lien avec ce qui a été présenté. Mais s'il y a une ou deux questions de clarification brûlantes à ce stade, on peut les prendre. Oui, docteur Diallo, vous avez levé la main. On va prendre votre commentaire. Voilà. C'est concernant une question, parce que je me sens un peu, disons, confus dans mes idées, à savoir, est-ce que dans un système décentralisé, l'achat aussi doit être décentralisé ou bien l'achat peut être centralisé? Si l'achat peut être effectué à un seul niveau, par exemple le ministère de la Santé, et que voilà, le reste est décentralisé, si on peut qualifier de cela comme étant un système mixte ou un système décentralisé? C'était ma question. Alors, je pense qu'en effet, bon, il y a, encore une fois, hein, c'est une question de perspective, mais votre question est très juste. On peut penser qu'un système où uniquement les achats seraient centralisés, mais que tout le reste, par exemple, notamment la définition des politiques, notamment tout ce qui est les éléments de quantification, c'est-à-dire que qui décide sur les quantités qui vont être achetées, quel type de produits doivent être achetés, et où ensuite, une fois achetés, les produits seraient livrés directement à des entrepôts locaux, on pourrait quand même considérer que c'est un système décentralisé. Ce qu'on pourrait imaginer, hein, c'est mon point de vue, hein, mais bon, mon point de vue, c'est qu'en effet, un système où seuls les achats seraient centralisés, on pourrait considérer en fait qu'ils sont, d'une certaine manière, que les entités régionales ont sous-traité l'achat à une entité nationale à une entité centrale, pardon, merci Pierre, à une entité centrale pour des raisons de meilleure négociation, d'avoir un poids plus fort dans les négociations tarifaires, de suivi, d'optimisation.
Mais en effet, on pourrait considérer que si c'est uniquement les achats et que tout le reste, les politiques, la distribution, la quantification, la détermination du type de produit sont définis, les politiques sont définies localement, alors on serait quand même dans un système qu'on pourrait qualifier de décentralisé. Mais encore une fois, comme vous l'avez très bien soulevé par votre question, c'est que c'est vraiment une question de point de vue, de graduation. C'est assez fin, en fait. Hein. Quand est-ce qu'on passe d'un système décentralisé à un système mixte? Pierre, j'ai vu que tu voulais répondre. Je gigote. Mais non, mais... Je laisserai suivre ensuite sur la suite du... Ok. En fait, pour répondre à votre question, j'ai rien à rajouter parce que la discussion est bonne, je pense, et la réponse est adéquate. Maintenant, souvent, on s'aperçoit que les formations sanitaires, elles ont un petit budget et elles ont le droit, quand la centrale d'achat ou alors le dépôt de district, si c'est le cas dans votre pays, j'essaie de synthétiser un nombre de pays d'Afrique ou un nombre de pays d'Asie, est en rupture de stock, à ce moment-là, la formation sanitaire a un petit budget pour acheter temporairement et l'autorisation. Donc, on peut dire que ça, en fait, c'est de la décentralisation parce qu'il y a un budget qui est au niveau local et il y a une autorisation de déroger à la règle d'achat centralisée. Mais bon, c'est une remarque en passant, si vous voulez. Ce n'est pas ce qu'on appelle globalement l'achat, il est centralisé. Maintenant, ce que je disais à Gilles, c'est qu'en Vietnam, en Birmanie, vous avez les agences régionales, les DRS, Direction régionale de la santé, qui ont le budget qui n'existe pas au niveau central, un budget d'achat. Et ceux qui achètent, ils ont des acheteurs. Vous voyez, donc ça a été complètement délégué et avec des problèmes aussi. Alors ensuite, quand on est appelé en tant que consultant, c'est là où on dit mais les avantages et les inconvénients. Et quand j'étais en face du ministre de la Santé qui a été remplacé en Birmanie, j'ai bien dit, vous voyez, monsieur le ministre, quand on agglomère 20 achats au niveau central, on peut faire des économies de 10 à 20%. Et donc, ça représente 1 milliard, l'équivalent d'1 milliard francs CFA. Alors, le ministre a dit, moi, j'achète ça. Je suis d'accord. Et vous voyez, donc, mais par contre, ça rajoute un peu moins de flexibilité. Merci, Pierre. Voilà. On va avancer. Je continue. On est pris par le temps, donc je te laisse poursuivre, Pierre. Ok, très bien. Alors, rappelez-vous, pourquoi on fait ça? C'est pour établir les bases de ce qui est structurel. On a parlé de qu'est-ce que c'est qu'un système de santé, ainsi que sa chaîne d'approvisionnement. Est-elle centralisée, décentralisée ou est-elle mixte? Pourquoi? C'est parce qu'on veut vous donner, dans ce cours-là, alors que les autres cours sont plus focalisés sur l'entreposage, l'achat, la quantification, on veut vous donner la vision globale. C'est important de commencer par ça. Et notamment, de vous dire, c'est important de réfléchir sur ce qui est centralisé, décentralisé, parce que ça veut dire qu'il y a une différence d'opérationnalisation, il y a une différence de rôle, et ça a un impact sur le flux de produits, d'argent et d'informations. Alors, pourquoi on veut vous faire aller vers cette réflexion de, dans votre pays, quel est le flux de produits, d'argent et d'informations, et de vous le faire modéliser parce que l'expérience de Sanjay, l'expérience de Gilles et mon expérience, c'est que si on n'arrive pas à modéliser, c'est-à-dire à faire la cartographie de ça, et en fait, on va louper on n'a pas la vision globale. Pourquoi? Parce que les produits, globalement, ils arrivent du niveau central et ils vont au niveau périphérique. Ça, c'est le flux de produits. Il est descendant. Et souvent, le flux de produits, il est lié au flux d'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'achat. Et donc, le produit ne peut pas descendre. Et souvent, et c'est là où on rentre dans le détail, puisque le diable est dans le détail, c'est que les produits programmes, ils sont financés par les bailleurs de fonds. Il n'y a pas de flux d'argent, ou le flux d'argent, il vient d'une instance internationale qui donne de l'argent à la centrale d'achat. Mais souvent, l'achat se fait par cette instance internationale. Mais pour les produits
générique, à ce moment-là, il y a dans certains pays un système de recouvrement total, 100% ou moins que 100%. Et à ce moment-là, vous avez un flux remontant, vous avez le patient qui achète et l'argent qui monte de l'information sanitaire au district, à la région, et de la région, de l'entrepôt régional de la centrale d'achat, ça arrive au niveau central. Et au niveau central, la centrale d'achat va pouvoir recycler cet argent et réacheter. Tout le monde connaît ce système. Donc, vous avez un flux d'argent qui est remontant globalement. Et ensuite, bien entendu, s'il y a un produit qui passe d'un niveau à un autre, c'est parce qu'il y a eu un flux d'informations qui a commandé. Donc, il faut modéliser ce flux de produits, ce flux d'argent et ce flux d'informations pour connaître et bien comprendre qui fait quoi sur ces trois produits, sur ces trois flux d'informations, sur ces trois flux. Et donc, c'est l'exercice qu'on va essayer de faire. Ici, il y a marqué l'organisation de la chaîne d'approvisionnement et la manière dont les différents acteurs s'impliquent influence grandement le flux de produits, d'argent et d'informations sur toute la chaîne. Ici, donc, on voit que le fournisseur reçoit la commande du service d'achat de la centrale d'achat et reçoit de l'argent. Et ensuite, ça, c'est le flux de produits, le flux de produits. Et ensuite, il expédie les produits à l'entrepôt central qui distribue aux entrepôts régionaux, qui distribue aux centres de santé avec ou non des intermédiaires. Ça, on a modélisé ça, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans vos pays. Et ici, un exemple, la centrale d'achat contrôle presque toutes les fonctions de la chaîne. Ensuite, Pierre. Voilà. Pierre, vous avez. Pierre, oui reprends. On t'a perdu là. On a perdu là, 1 minute, enfin 30 secondes. On t'a pas entendu. Si tu peux reprendre. Ok. Il y a un conflit. Il y a quelqu'un qui s'occupe des diapositives. Alors, c'est moi. Je disais qu'il était très important. Ah là là. Slide before, please. On te laisse faire. C'est toi qui. Voilà. Voilà. Et donc, et vous voyez ici dans l'écran différents bailleurs de fonds qui ont un flux d'argent qui vont à différents fournisseurs et les différents fournisseurs qui ont un flux de produits qui vont dans différents entrepôts centraux, entrepôt central de la centrale d'achat, entrepôt central privé, entrepôt central de l'ONG. Et ensuite, vous avez différents districts, vous avez différents véhicules qui amènent à différents districts ou différentes régions. Et c'est là aussi où vous avez un système centralisé ou un système décentralisé. Vous voyez, on essaie d'avoir ici une vision globale de ce qui se passe. Next, je vais avancer. Ensuite, l'argent, ça on a parlé du flux produit. L'argent, souvent, il vient des patients. Je vous ai parlé des produits à recouvrement qui sont souvent les produits génériques, les produits génériques MEG, produits génériques et essentiels qui sont payés par les patients. Quelquefois, quand vous avez une assurance santé, vous avez le gouvernement qui et grâce à ça, la grande centrale d'achat peut commander et peut l'amener. Et quelquefois, vous avez des bailleurs de fonds qui payent pour les produits génériques, les médicaments essentiels, ou alors qui payent pour leurs propres produits. Dans tous vos pays, vous avez souvent les produits VIH, tuberculose et paludisme qui sont souvent payés par le Fonds mondial. Et le Fonds mondial paye directement un distributeur qui est souvent soit aux États-Unis, soit aux Pays-Bas. Et ceux-là reçoivent l'argent du Fonds mondial, payent les fournisseurs et font livrer les produits. Donc, vous avez une distinction du flux produit, du flux d'argent et du flux d'informations. Et en fait, ça vous permet de vous poser la bonne question, mais si on n'a pas reçu de produit, est-ce que c'est un problème d'argent?
Donc ça, c'est un symptôme, pas recevoir un produit. Est-ce que la cause fondamentale, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce que l'information n'est pas venue? Ça peut être deux causes fondamentales. Ici, on voudrait vous poser un sondage, le deuxième sondage, qui paye les produits dans votre pays? Est-ce que c'est, numéro un, les patients qui payent les produits à l'exception des produits des programmes spécifiques? Est-ce que c'est le gouvernement et les bailleurs de fonds qui paient les produits et les patients les reçoivent gratuitement? Troisièmement, existe-t-il un système d'assurance santé et le patient ne paye que les frais d'assurance? Ou alors est-ce que vous ne savez pas? À vous, on vous demande de répondre. Vous, les 39 personnes, qui vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans votre pays. Voilà. Répondez bien de manière à ce qu'on ait le résultat et ça va nous permettre d'avancer. Et ensuite, on a le troisième flux. On a parlé premièrement du flux de produits, qui est facile, celui qui est visuel. Le flux d'argent est moins visuel et le flux d'information, il est souvent, en fait, digital, il est numérisé. Surtout si vous avez un système d'information et d'information de gestion logistique, le sigle. Et ça dépend de tous vos pays. Mais sans information, sans argent et sans information, souvent on n'a pas de produit, on n'a pas d'argent. Et cette information peut être, comme je vous l'ai dit, numérique ou elle peut être format papier. Ça fonctionne un peu, c'est moins rapide. Et donc ici, on dit bien que c'est la clé, selon nous, enfin c'est globalement accepté, que c'est la clé de la chaîne d'approvisionnement. Là, vous avez le résultat du sondage qui dit qu'à 85%, c'est le patient qui paye les produits, à l'exception des médicaments, des médicaments, des produits programmes. On a 6%, donc on est une quarantaine, on va vraiment en 50. Donc ça veut dire que 10%, c'est 5 ou 6 personnes qui disent ou 3 personnes qui disent que le gouvernement et les bailleurs de fonds font les produits et les patients les reçoivent. Et ensuite, il y a 10%, c'est-à-dire 4 personnes, qui disent qu'il y a un système d'assurance santé et le patient ne paie que les frais d'assurance. Mais ce qui est bien, c'est que personne ne sait pas. Ça veut dire que vous avez tous une bonne idée du flux d'argent ou une bonne expérience. C'est bien. Donc, je reviens au flux d'informations. Et attendez, on a un blip ici. Sanjay, I didn't finish my slide. Thank you. Les systèmes d'information sont les clés de la chaîne d'approvisionnement. Oui, souvent, ça a été accepté globalement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements dans les systèmes d'information. C'est que les investissements, les bailleurs de fonds investissent lourdement dans le SIG, le système d'information de gestion logistique, parce que sans information, on n'a pas de visibilité, on est aveugle. Et quand on est aveugle, on ne peut pas prendre de décision. En RDC, il y a un système qui commence à être très mature. En Guinée-Conakry, il y en a un. Dans beaucoup de pays, il y a eu des avancées significatives et c'est très heureux. Maintenant, historiquement, il y a beaucoup de pays qui avaient différents systèmes. Pourquoi? Parce que chaque bailleur de fonds avait son propre système. Un des très célèbres, c'était UNFPA, qui avait le fameux Channel 2, à qui on a dit c'est plus possible. Et donc, c'est très important de modéliser ce flux d'informations parce qu'on rentre dans ces investissements. Est-il suffisant ou pas? Est-il intégré, oui ou non? S'il est désintégré, est-ce qu'on arrive à avoir un pont entre les différents systèmes d'information? Et bien entendu, sans système d'information, on manque
Alors ici, ce n'est pas compatibilité. Compatibilité, oui, un manque de comptabilité dans la collecte, la communication et la qualité des données crée des problèmes graves. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que c'est bien de remonter l'information, mais si on n'en fait rien, ben, ça ne sert à rien. Donc, à quoi bon tous ces efforts? Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une gouvernance qui traite les données, les analyse et en puisse faire quelque chose. Il y a deux choses à faire. Il y a bien entendu la quantification annuelle ou le réajustement de la quantification. Et ça, c'est un travail d'une prochaine leçon. Ensuite, il y a la commande et l'achat. Ça a un impact dans l'achat. On va traiter de ce sujet-là un peu plus en profondeur. Et c'est surtout de l'information et de la visibilité sur les données, ça permet de prendre des décisions. Si on sait qu'il y a deux systèmes et qu'un système n'est pas bon par rapport à l'autre, et ben on dire est-ce qu'on peut intégrer? Et ça, c'est la gouvernance. Et on en parlera très peu dans ce cours. Il y aura un autre cours, le cours numéro 2, le certificat d'apprentissage, dans lequel on va passer plus de temps dans la gouvernance. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gilles? Non, moi, je ne souhaite rien rajouter. Je trouve que c'était très bien, très clair ce que tu as fait, Pierre, comme d'habitude. Next slide. Merci, boss. Next slide, je crois que c'est le travail de groupe. Hein. On passe au travail de groupe à la prochaine session. Voilà. Alors, tu veux le faire? Vas-y, tu veux l'expliquer? En fait, ici, on va se poser la question sur la gouvernance des données. Si c'est une discussion en groupe, on va voir 60 minutes ou peut-être moins, non, Gilles? 45 minutes oui, et non, 15 minutes on a de 60 minutes ou peut-être 45. 45 minutes, puis 45 minutes en groupe, puis 15 minutes de débrief en plénière. Pierre? Pierre? Est-ce que c'est Pierre qu'on a perdu ou est-ce que c'est moi qui me suis perdu? Non, vous êtes là, c'est Pierre qu'on a perdu. Gilles, je ne sais pas si c'est toi. Merci, docteur Diallo. Merci. Pierre, on t'a perdu un moment. Tu es là, Pierre? Bon, on va passer en sous-groupe. Donc, comme Pierre a commencé à l'expliquer, on va prendre 45 minutes pour répondre à cette question. Normalement, il y a un masque pour les questions qui a été partagé. Priyanka, est-ce que le template, le formulaire de réponse a déjà été partagé avec tout le monde? Est-ce que tout le monde y a eu accès par mail? Oui, il était envoyé. Bon, merci. Donc, tout le monde a dû recevoir normalement un formulaire. Et donc, on va se mettre en groupe. Et dans les groupes, il va y avoir un facilitateur, peut-être quelqu'un qui va poser les questions, hein, comme on fait en général dans les groupes, dans les travaux de groupe. Il y a un président du groupe, un facilitateur du groupe et un rapporteur qui prend les notes. Donc, s'il vous plaît, dès qu'on va se retrouver en sous-groupe, il serait bien qu'il y ait une ou deux personnes qui se désignent sur les différents rôles, notamment sur le rôle de rapporteur et de facilitateur. Il y a une liste de questions qui vous a été envoyée, je suppose, vous avez reçu par mail sur la gouvernance des données de la chaîne d'approvisionnement et donc quelques questions sur le scénario idéal pour le flux d'informations logistiques au sein d'une chaîne d'approvisionnement. Et puis, il y a toute une série de points, de questions qui sont posées. Quel est l'objectif de la collecte et de l'analyse des données? Quelles décisions peuvent être prises en utilisant les données? Quelles sources et à quel niveau les données doivent-elles être collectées? Qui est en charge de collecter les données? Comment les données doivent-elles être stockées? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les données et comment vérifier la qualité des données? Donc, ces questions-là, on va se les poser en groupe. On va essayer d'y répondre en sous-groupe. Et puis, on va avoir 15 minutes pour rendre compte à l'issue de ces 45 minutes. Voilà. Donc, merci à vous tous. Voilà, Sanjay nous montre là les travaux de groupe qu'on va avoir fait.
Bienvenue. Welcome back, everybody. Thank you, Gilles. Merci à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup pour la qualité des échanges qu'on a eus. Oh, Pierre, merci d'être venu. Je pensais que tu ne reviendrais pas, Pierre. Je ne sais pas pourquoi, un instant, je me suis dit, ça y est, c'est le week-end. Pierre ne va pas vouloir revenir, il est parti. Il est parti faire des emplettes. Mais grâce à Dieu, tu es de nouveau parmi nous. Donc, j'espère que vous avez eu une bonne session de travail de votre côté sur le groupe 1. Alors, est-ce qu'on peut commencer parce que M. Boris a pris les premières parties des notes. Nous, s'il est là. Et puis, on a eu un problème et on a basculé sur mon fichier. Vous avez 5 minutes, pas une de plus. OK. Monsieur Boris, vous partagez votre écran et on va vous donner la main. Et puis, ensuite, je partagerai mon écran et vous allez lire. Et on est d'accord là-dessus, Monsieur Boris? Si vous n'êtes pas complètement prêt, on peut le faire. Allez-y, alors à ce moment-là, allez-y. Guy, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Ah. C'est dur la culture. Hein? Bon, mais si tu veux, je peux démarrer. Le retour est difficile, donc vas-y, Pierre, alors commence. OK. Sauf si Monsieur Boris est là. OK. Alors, vous voyez, les deux premières cases ne sont pas saisies parce que c'est Monsieur Boris qui avait les informations. Quel est l'objectif de la collection et l'analyse de données? Alors, on a mis, premièrement, il y a un flux remontant du périphérique, incluant le communautaire, jusqu'au niveau central, voire même jusqu'au fournisseur de commandes. Donc, un niveau commande à un autre. Et le niveau supérieur agglomère un peu plus et c'est un niveau pyramidal, en fait, inversé. L'objectif, c'est bien de commander la livraison de produits et donc de fournir cette information. Deuxièmement, grâce à ça, on est capable d'avoir des informations sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et donc l'objectif permet de prendre des bonnes décisions informées. Quelles décisions peuvent être prises en utilisant ces données? Monsieur Boris, vous m'interrompez si oui, je peux. Vous prenez en cours. OK, allez-y. Allô? Oui, OK, allez-y. je le fais en même temps. Je vous laisse la main, vous partagez votre écran. Vous êtes là, vous partagez votre écran? C'est compris. OK. Impeccable. C'est compris. D'accord, je partage maintenant. Allez-y. Non. Voilà, je l'ai fait. Je peux? Oh, allez-y. Mais il va falloir être rapide. Je pense que je l'ai fait. Je peux? Oui, allez-y, allez-y. Il faut être rapide parce que vraiment là, sur le temps, on est très court. C'est possible que le groupe 1 passe en même temps? C'est bon? Allez-y, allez-y, allez-y. On reçoit et on voit. Allez-y. D'accord. Donc, je le fais en même temps, le groupe 1. C'est bien ça? OK, d'accord. Donc, à la question de savoir… Oui, c'est bon, je peux? Allez-y. On vous écoute, M. Boris. Donc, tu le fais, le groupe 1. Je peux partir? Je peux faire? Allez-y. Allez-y, M. Sassou, on vous écoute. Il ne nous entend pas, hein? Si? Allez-y. Je crois que, Monsieur Boris, vous ne nous entendez pas. Allez-y.
Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas M. Boris. Ça, c'est le groupe 2 plutôt. C'est pas monsieur. Les groupes 2, ça? Non. Non, c'est monsieur Boris, c'est monsieur Sassou qui partage son écran. La dernière chose que je faisais. Oh, c'est pire. Bon, monsieur Boris, si vous avez un problème, à ce moment-là… On passe au groupe 2. D'accord. Guy, vous êtes prêt à partager l'écran? Mais non, je partage mon écran. Ah, pardon. Et je continue. Ah, OK. OK. Alors, Pierre le fait. Après le groupe. Quelle décision, de mémoire, quelles décisions peuvent être prises en utilisant les données? Premièrement, c'est commander. Donc, on prend la décision de commander cette quantité. Des décisions structurelles sur la chaîne d'approvisionnement, des décisions de pays. On peut prendre des décisions de quantification annuelle. Source, à quel niveau les données doivent être collectées? Alors, globalement, elles sont collectées au niveau périphérique, voire communautaire. C'est eux qui font le travail. Maintenant, chaque niveau agglomère, agrège et fait un rapport et donc crée de nouveau des informations qui se retrouvent en fait au niveau central. Et idéalement, il faut que ça soit exploité au niveau central. Source, à quel niveau de données j'ai répondu à la troisième question, pardon. Quelle décision peut être prise en utilisant des données? Quantification annuelle, destruction ou résolution de goulot d'étranglement. Qui collecte les données? Alors, c'est là où on a effectivement des données, essentiellement le niveau périphérique. Et chaque niveau rajoute souvent des informations. Troisièmement, les acteurs externes ont quelquefois un système de collecte de données. Quatrièmement, des acteurs centraux lors d'activités ponctuelles. On a parlé des visites sur le terrain. Comment les données doivent-elles être stockées? Idéalement de manière numérique, mais dépend de l'héritage du système. Quel est l'héritage du système d'information et la maturité du pays dans le système d'information? Avant-dernier, que faire d'autre avec les données? 1. Prendre des décisions structurelles sur la chaîne d'approvisionnement, faire un plaidoyer pour le financement. 2. 3. Identifier le besoin réel, c'est-à-dire à la différence de ce qui a été livré, la consommation d'une formation sanitaire est différente de ce qui lui a été livré. Il y a une décorrélation, n'est-ce pas? Quatrièmement, banque de données pour faire des études à durée longue. Cinquièmement, ça nous permet de travailler sur l'usage rationnel et irrationnel, qui est très important. Sixièmement, contrôler que les produits utilisés sont ceux de la liste des médicaments essentiels du pays. Donc ça, c'est plutôt pour le régulateur. Et dernièrement, comment vérifier la qualité des données? Mission de supervision par rapport à la fiche de soins, ce qui a été rapporté et ce qui est sur la fiche de soins ou les fichiers de stock et les registres de sortie d'entrée. Deuxièmement, par des informations des DRS, des PS, donc au niveau régional ou provincial suivant la structure du pays. Et troisièmement, au niveau central, comparer la consommation des produits avec les maladies visites rapportées par le DAHIS2, le SNIS, qu'il soit manuel ou numérique. Ça, c'est plutôt de l'usage rationnel. À toi, Gilles. Merci beaucoup, Pierre. Je propose donc, moi, Gilles, je propose qu'on passe la parole à Guy, et l'écran d'ailleurs aussi à Guy, si vous partagez les notes. D'accord. Et vraiment, je remercie l'équipe, Guy, Sama, tout le monde qui a participé. Vraiment, c'était très, très bien. OK, merci. Un instant. Vous voyez mon écran? Très bien, 5 sur 5. OK. À la première question, quel est l'objectif de la collecte? C'est avant tout de permettre aux décideurs de prendre des décisions informées. Et donc, avec ces décisions peuvent porter sur les commandes, le réajustement, etc., etc. Quelles décisions peuvent être prises en utilisant les données? C'est ce que je viens d'anticiper. Et donc, c'est en rapport avec les différentes fonctions de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit la commande, le retour des stocks, la gestion des périmés, la
à quelle source les données doivent être collectées? C'est au niveau des points de prestation de services, donc au niveau périphérique. Et qui collecte les données, essentiellement, c'est tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit les pharmaciens, les magasiniers, oui, etc. Oui, j'entends maintenant, mais je n'entendais pas au fait. Comment les données doivent être stockées? Essentiellement, les données doivent être sécurisées dans un endroit d'accès C'est plutôt l'écran d'aiguille qui limité est partagé, et pas le mien. éventuellement sur un serveur accessible en ligne pour consultation. Que peut-on faire d'autre? On peut faire plusieurs choses, des études, des revues, des audits, etc. C'est ça. Ouais. Comment vérifier la qualité des données? Il y a plusieurs approches, le double comptage, la comparaison pour la triangulation avec des outils éventuels. On peut faire des audits, des revues périodiques, tout en tenant compte de la complétude de l'exactitude et de la concordance. Voilà ce que le groupe 2 a produit. À vous, s'il vous plaît. Allô? Merci beaucoup, Guy. Merci. On arrive à la fin. On va juste prendre une petite minute, vraiment très rapidement, pour partager peut-être une solution qui était proposée. Si je la retrouve, voici. Donc, normalement… J'ai transmis le fichier, puisque apparemment j'ai un problème, j'ai transmis le fichier à Shama. S'il est possible donc que voilà, Shama puisse nous aider à procéder. Monsieur Sassou, il faudrait… Je suis désolé, on a fini la présentation. Je présente juste rapidement le dossier réponse, quelques suggestions de réponse qui avaient été proposées pour les objectifs, améliorer la prestation de service, comprendre et suivre les opérations, augmenter la performance, quelles décisions peuvent être prises, la hiérarchisation des commandes, l'identification des goulots d'étranglement, la conception des flux de travail et des processus, définir les ressources nécessaires, sur les sources et les niveaux de collecte. Les données doivent être collectées au niveau opérationnel, dans les cliniques pour les traitements, les entrepôts pour les expéditions, les bureaux administratifs, les entrepôts et même les fournisseurs en ce qui concerne les achats. Qui collecte les données? Les données doivent être classées localement par une personne du centre de santé, idéalement un opérateur de données, et partagées régulièrement avec le niveau central, les autres unités, par le biais de rapports, de copies. De façon similaire, dans un entrepôt, il doit y avoir un poste dédié à la collecte de toutes les différentes données et à leur stockage en un seul endroit. Ce point-là, ça a été un point de discussion au sein de notre groupe, de savoir si individuellement chacun est responsable pour les données ou est-ce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui doit être un opérateur de données, qui doit être vraiment en charge de s'assurer de l'intégrité de ces données et de faire des suivis sur leur bonne mise en place dans les serveurs centraux. Donc, parmi les recommandations standards qui sont faites, il y a en effet d'avoir des opérateurs de données. Je crois que c'est le cas du Bénin qui était soulevé durant le travail, où il y a des opérateurs de données spécifiques. Comment les données doivent-elles être stockées? Donc, idéalement, elles devraient être centralisées dans un seul endroit et rendues accessibles à tous par ce lieu central, par exemple le cloud, mais ça peut être des serveurs privés. Ça aussi, c'est un point qui a bien été soulevé dans les groupes. Que peut-on faire d'autre avec les données? La communication, le reporting, le plaidoyer pour avoir plus de fonds, par exemple, ou pour sensibiliser sur certaines morbidités, et la révision de la stratégie. Et puis, comment vérifier la qualité des données, ce qui est bien évidemment très important, s'assurer qu'on a des données fiables, comparer les données disponibles avec la réalité sur le terrain et le moyen le plus courant et le plus efficace d'en vérifier la qualité, par exemple en effectuant un inventaire. Quand on fait un contrôle de l'inventaire, vérification des stocks, on peut tout de suite savoir si on a le même chiffre dans le système et le même chiffre dans les stocks. La vérification de l'intégrité des données peut également se faire en extrayant des données et en effectuant des comparaisons sur Excel entre les différents flux, entrées, sorties, finances, produits, achats. On fait des comparaisons. Si on sait qu'on a acheté 20 produits et qu'on en a livré 10, quand on va regarder dans les stocks, par calcul mathématique, il doit en rester 10 normalement.
triangulation des données. Voilà, on vérifie des données croisées entre, par exemple, données de consommation, données de service et données croisées et données comptabilisées en stock. Voilà, on a fait le tour de cette session pour aujourd'hui. Vraiment, on vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. On va faire un dernier test pour vous demander d'évaluer la session. Normalement, on avait une période de questions-réponses. On est très pris par le temps puisqu'on a déjà 3 minutes de retard. Donc, on vous engage vraiment à… S'il y a une question brûlante, quelque chose de très important, on va la faire. Sanjay, il faudrait qu'on… We should have back the presentation for the final test, for the final quiz, sorry, for the evaluation of the session. Donc, on va faire l'évaluation de la session. Tous les documents, s'il vous plaît, qu'on a fait, les documents de groupe, partagez-les par mail, envoyez-les à Priyanka. On va vous renvoyer aussi avec tout le monde ces documents et en même temps, on va vous faire parvenir le document, la réponse proposée. Encore une fois, il n'y a pas une bonne réponse, il y a plusieurs réponses. Il y a des éléments de réponse qui, quand on les met tous ensemble, vont probablement donner la bonne réponse. Donc, on va vous partager tous ces éléments de réponse par mail. Voilà, on vous remercie, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes, des points qu'il faudrait qu'on aborde d'urgence? Sinon, on pourra en parler soit sur la Hive, soit par mail, soit sur le groupe WhatsApp, soit à la prochaine session. La prochaine session, ce sera un jeudi. Cette fois-ci, désolé pour des problèmes de santé, des problèmes de rendez-vous, des problèmes multiples et variés. On n'a pas pu tenir la réunion du jeudi. On l'a faite un vendredi, c'est exceptionnel. Ça ne se fera plus. On la fera, Dieu voulant, tous les jeudis. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Bon travail. Merci, communiquez bien.